Bien, bonjour tout le monde. Pour commencer, je vous souhaite les bienvenus dans cet atelier de formation doctorale sur les outils d'enquête sur le terrain. Je suis fière d'être parmi vous dans cette troisième édition du programme national en méthodologie de recherche en sciences sociales et humaines. Comme vous voyez, ce que je vous propose comme thème, c'est comment optimiser les outils de recherche pour faire face aux difficultés de la recherche. Quand j'avais jeté un coup d'œil sur le programme, sur le planning que vous avez, j'ai constaté que la majorité des encadrants, plutôt la majorité des intervenants, vont parler de l'utilisation des instruments de recherche sur le terrain. Et donc j'ai essayé d'apporter un petit plus à travers cette intervention en mettant l'accent sur les difficultés de terrain. Et j'imagine que c'est quelque chose qui vous intéresse tous, n'est-ce pas? Donc vous aimeriez bien avoir une idée sur comment faire face aux difficultés du terrain. Donc le plan que je vous propose pour ce séminaire est le suivant. Donc, une petite introduction sur le thème. Le premier volet que je vais attaquer, c'est juste un petit rappel sur les présupposés théoriques d'une recherche que vous connaissez tous, c'est-à-dire comment définir l'objet de recherche, la problématique, les questions de recherche, les hypothèses. Si vous voulez, on peut passer ce volet-là, mais si ça vous intéresse, on pourrait présenter juste quelques petites définitions brèves, d'accord? Donc le deuxième volet, c'est utilité et limite des instruments de la recherche. Questionnaire, focus group, observation, entretien. Donc là, on va essayer de voir en quelque sorte quelles sont les fonctionnalités de chaque instrument et quelles sont ses limites, c'est-à-dire ses inconvénients, en quelque sorte avantages et inconvénients. Le troisième volet, et qui est le plus intéressant, sur lequel je vais me focaliser plus, c'est difficultés liées à la recherche. Donc là, je vais parler de trois niveaux. Les difficultés liées à l'enquête sur le terrain, d'accord? Puis les difficultés liées aux ressources documentaires, c'est-à-dire le fond documentaire ou la bibliographie. Et le troisième point des difficultés, c'est celles qui sont liées à la rédaction proprement dite du texte de votre thèse. Bien évidemment, en ce qui concerne les difficultés, on ne peut pas les cerner, on ne peut pas faire une sorte d'inventaire pour toutes les difficultés. C'est juste à titre d'exemple qu'on va aborder ce volet-là, et je vais essayer de partager avec vous ma très modeste expérience sur le terrain que j'avais réalisée sur une région rurale à Taza, d'accord? Et il y aura une petite conclusion. Comme vous voyez là en bas, j'avais noté bien comme quoi le temps de la formation, on va essayer de répartir en deux temps. C'est-à-dire un premier temps où je vais présenter les points que je viens de décrire là sur le plan, et un deuxième volet où je vais vous écouter, vous, par rapport à vos projets, à vos travaux de recherche, pour parler des difficultés justement. J'imagine tout le monde est déjà lancé sur le terrain, pas encore? Tout le monde? Pas encore. Qui s'est lancé sur le terrain? Vous pouvez lever la main, juste pour avoir une idée. Aucune personne. Pour la majorité, vous êtes dans la première année? Deuxième année. Deuxième et troisième année. Deuxième et troisième année, j'imagine que vous êtes déjà sur le terrain, n'est-ce pas? Peut-être? Non? Normalement. Non, normalement. Vous devez être sur le terrain, normalement. Normalement, vous devez être sur le terrain. Peut-être une année pour faire des lectures, justement, pour essayer de constituer sa revue de littérature. Mais à partir de la deuxième année, j'imagine qu'il faut vraiment s'y mettre pour être sur le terrain si vous avez justement une enquête de terrain. Bien. Donc, comme introduction, tout simplement cette intervention, je vise à travers mon intervention à vous proposer une sorte de guide un peu simple pour pouvoir opérer les stratégies optimales pour une meilleure utilisation des outils de recherche et aussi pour identifier les utilités et limites de chaque instrument, c'est-à-dire savoir quoi utiliser et à quel moment. Et le deuxième volet, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire concerne les difficultés encore, comment faire face aux difficultés. On va exposer quelques exemples et voir aussi quel est l'instrument qu'on peut privilégier à la hauteur pour pouvoir surmonter la difficulté. Voilà. Donc, et cela bien sûr dans l'objectif de, j'estime qu'en fait le chercheur, s'il a
soi-disant une idée sur les difficultés qu'il peut rencontrer sur le terrain et quelle est l'utilité de chaque instrument, ses avantages, ses inconvénients. Donc il aura un peu d'avance pour pouvoir mieux optimiser justement cet usage d'instruments de recherche pour pouvoir, c'est-à-dire canaliser son temps sur le terrain, et ainsi de suite. Rappel des présupposés théoriques d'une recherche. Donc, puisque la majorité ne s'est pas encore lancée sur le terrain, j'imagine que vous êtes encore gêné par rapport aux éléments théoriques, c'est-à-dire ces présupposés théoriques. Je sais que vous avez déjà vu ça, mais moi je vais essayer de vous donner juste quelques petites définitions à titre disons de guide tout simplement, mais bien évidemment ce sont des choses que vous connaissez déjà. Par exemple, pour l'objet de recherche. Donc, ce qu'on peut dire sur l'objet de recherche tout simplement, c'est que c'est l'élément central que vous étudiez, d'accord, qui fait l'objet ou bien qui fera l'objet de votre investigation. Et dans les sciences sociales, cet objet de recherche, il est certainement lié, surtout dans les sciences sociales, il est certainement lié à une société ou à une communauté. Et quand on dit communauté ou société, c'est aussi par rapport à un territoire donné, à un espace. Donc, même si je n'ai pas cité ça sur la définition, mais quand même, on parle aussi de territoire. La définition, ce qu'il faut savoir aussi sur l'objet de recherche, c'est que sa définition ne se fait jamais sans la précision du cadre terminologique ou conceptuel dans lequel je vais me situer. Je ne peux pas faire une définition de mon objet de recherche sans définir quel est le cadre théorique de ma recherche, c'est-à-dire je me situe par rapport à quelle discipline, par rapport à quelle approche théorique. D'accord ? Et là, vous avez une citation de Lavergas dans des Petro qui dit « Le social, la société, le politique, le réel ne peuvent être saisis qu'à travers un regard construit, sachant organiser des phénomènes à première vue de départ, c'est-à-dire éparpillés. La théorie est précisément le cadre de référence qui produit un sens. » Donc, si vous ne faites pas cette définition de l'objet d'étude par rapport à une discipline particulière, vous allez vraiment vous éparpiller, vous pouvez parler dans tous les sens. Venons maintenant à la problématique. La problématique qui a fait problématique hier dans la séance plénière, si vous vous rappelez, par rapport à cette définition. Ben, tout simplement, moi je peux vous donner une définition. C'est la question fondamentale à laquelle vous devez répondre via votre recherche, tout en choisissant un certain type de concept. Encore une fois, je me situe toujours par rapport à un cadre théorique de recherche. Je ne peux pas, par exemple, formuler une problématique sans faire cette précision théorique. Certains chercheurs définissent la problématique comme étant la façon d'articuler un ensemble de questions ou de problèmes en les référant à des concepts précisément déterminés. Là, vous avez une définition du philosophe Baraquin dans le dictionnaire de philosophie de 2007. En fait, il y a plusieurs versions depuis 1995 ou 1996. Et cette définition-là, normalement, elle correspond presque à toutes les sciences sociales, si vous voulez. Donc, c'est pour dire que la problématique, comme a dit, je ne sais pas, le professeur qui avait intervenu, c'était M. Buzidi peut-être, qui avait répondu sur la question. La problématique, vous n'êtes pas obligé de la formuler, c'est-à-dire proprement dit, en bonne et due forme, dès le début. Normalement, ce qui est le plus important, c'est de définir, ou plutôt de poser les questions de recherche et avec les hypothèses de recherche. Et justement, c'est l'hypothèse de recherche et les questions de recherche et l'hypothèse de recherche, c'est ça ce qui va vous permettre par la suite de mieux formuler, de donner cette formulation à votre problématique. Donc vous pouvez faire une problématique soi-disant provisoire, donc je mets entre guillemets provisoire, qui va apparaître dans votre projet de départ, mais en ce qui concerne les questions de recherche, là normalement vous devez être précis. Vous cherchez à travers votre enquête sur terrain ou bien à travers votre recherche à faire quoi exactement. Donc les questions et les hypothèses qui vont avec, donc c'est ça ce qui va vous permettre par la suite de formuler cette problématique. Et vous allez trouver que, c'est-à-dire le développement que vous allez porter dans votre texte de thèse, c'est ça ce qui va répondre à cette problématique.
problématique-là qu'on va trouver justement dans le chapitre ou la partie qui concerne les présupposés théoriques. Pour mieux encore simplifier, en d'autres termes, pour définir sa problématique, le chercheur devrait s'interroger sur quelle est la question ou le problème principal que je cherche à résoudre. Avec quel concept devrais-je y répondre? Donc là, on retrouve toujours cette idée de conceptualisation pour ne pas sortir du cadre théorique. Maintenant, pour les objectifs de la recherche. D'une manière simple, ce sont les finalités scientifiques que le chercheur essaie d'atteindre via sa recherche. Bien sûr, sur le sujet qu'il a choisi. Et en mettant en œuvre un... Pardon ? Travail. Et bien évidemment, en assemblant tout un nombre de moyens et de conditions, de temps, bien évidemment, pour pouvoir y arriver. Et les objectifs de recherche, normalement, ils doivent être opérationnels, c'est-à-dire en termes pratiques. Qu'est-ce que je veux atteindre comme but, plus précisément? Et là, pour les objectifs, normalement, c'est ça, c'est votre fil conducteur sur le terrain. À chaque fois que vous allez faire du terrain, des fois, l'abondance des informations, bien des données, va vraiment vous faire tourner la tête en quelque sorte, mais en revenant à chaque fois à votre objectif, ou bien à vos objectifs, parce que vous n'allez pas, par exemple, atteindre tous les objectifs à la fois. Vous allez dire, pour cet objectif-là, je vais par exemple assembler les moyens suivants, les conditions suivantes pour pouvoir y arriver. Donc, c'est pas au vrac, c'est pas en lot entier, mais d'une manière un peu étalée sur des phases. Voilà. Les intérêts de la recherche, c'est aussi pertinent à déterminer. Il y a pas mal de chercheurs qui oublient de le faire dans la partie projet de recherche ou bien dans la partie théorique dans laquelle ils précisent les présupposés théoriques. Et c'est à ne pas confondre avec les objectifs. Les intérêts de la recherche, ce ne sont pas les objectifs de la recherche. Les objectifs de la recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les buts ou les finalités que le chercheur vise à atteindre via l'étude, via la recherche qu'il mène sur le sujet ou le thème qu'il a choisi. Alors que l'intérêt ou les intérêts de la recherche, en fait, ils sont en quelque sorte par rapport à d'autres personnes. C'est la valeur ajoutée du travail du chercheur pour d'autres personnes, pour d'autres spécialistes. Ça va servir à quoi? Ce travail de recherche que je mène, ça va servir à quoi? Quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter? Bien évidemment, dans le champ disciplinaire dans lequel vous vous situez. C'est ça. Donc, à ne pas confondre avec les objectifs, pas la peine que je répète, c'est ce que je viens de citer. Et au moment du choix, justement, ce qui est important à dire, c'est qu'au moment du choix du sujet de recherche, le chercheur doit prendre en considération la pertinence et l'utilité scientifique de sa recherche. Donc, toujours se mettre en tête à quoi ça va servir avant de se lancer sur le choix. Hier, j'ai entendu dans la séance plénière comme quoi il y a des doctorants qui sont encore gênés par le fait qu'ils veulent travailler sur une région, par exemple, ou bien sur un territoire, mais ils pensent qu'il n'y a rien à dire, tout a été dit. Donc, attention, il faut vraiment chercher un territoire dans lequel vous allez trouver quelque chose d'intéressant scientifiquement sur lequel vous pouvez travailler, et n'oubliez pas que ça sera un travail de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qui va finir bientôt, mais ce sera un travail vraiment de longue haleine, donc étalé sur une période un peu longue. Autour de la problématique de son sujet, et qu'il va chercher, bien sûr à travers son investigation, à prouver ou à vérifier en quelque sorte. Donc, pose une hypothèse, il va chercher à la prouver ou bien à la vérifier. Mais attention, cette hypothèse, il y a cette idée-là, c'est pas n'importe quelle idée. Il ne va pas la chercher comme ça au hasard. Il ne va pas dire je prendrai cette idée comme hypothèse et je vais essayer de la vérifier ou bien de la prouver. Non, quand même, cette hypothèse, elle doit avoir cet aspect scientifique qui repose soit sur une pré-enquête réalisée par le chercheur lui-même, déjà au préalable. Donc, il a déjà observé son terrain, il a déjà fait une petite pré-enquête et il constate qu'il va faire
faire sortir une idée, normalement, qui n'a pas été abordée avec une autre approche. Donc, par exemple, le chercheur tel a abouti à un tel résultat dans sa recherche. D'accord? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai une nouvelle vision. J'aimerais adopter une nouvelle approche pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est celle-là votre hypothèse. D'accord? Donc, tout simplement, prendre une idée qui existe déjà. D'accord? Un postulat qui existe déjà, soit à travers votre préenquête, soit dans les résultats des recherches précédentes, et vous allez l'adopter, mais avec une approche nouvelle. Donc, et c'est ça, normalement, l'apport que vous allez apporter. Merci. Pour les questions de recherche, comme j'ai dit tout à l'heure, il est primordial de les définir comme il faut déjà dans le projet de recherche avant de se lancer sur le terrain. Ce sont les questions que soulève le chercheur autour de son objet de recherche. Une question de recherche, ça veut dire que vous allez vous étaler là-dessus vraiment beaucoup. En quelque sorte, les questions de recherche, elles vont constituer les parties de votre texte de thèse, soit les grandes parties ou bien les grands chapitres. Donc, c'est cela ce que vous allez développer normalement dans le texte. Et généralement, ce sont des questions ouvertes, c'est-à-dire qui invitent à réfléchir, à disserter sur la question, qui élargissent l'horizon de la recherche pour le chercheur, et le plus à formuler d'autres questions plus détaillées, d'accord? C'est-à-dire les questions qui vont être décortiquantes pour approcher le terrain. Au moins les questions que vous normalement développez sur un questionnaire ou bien un guide d'entretien, c'est ça les questions détaillées, mais qui émanent à la base une grande question de recherche. D'accord? Voilà. Il y a deux autres présupposés de la recherche, mais qui sont plutôt liés à la mise en œuvre, c'est-à-dire à la réalisation de la recherche. Il s'agit du fonds documentaire ou bien de la revue de littérature et des instruments bancaires. Voyons d'abord en ce qui concerne la revue de littérature. Il faut se situer dans un champ disciplinaire particulier, je l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Je ne peux pas commencer à faire des lectures, toutes les lectures sur le sujet sur lequel je veux mener ma recherche. Je vais essayer d'abord de commencer par la discipline dans laquelle je me situe, et puis après je peux faire un complément de lecture avec d'autres ouvrages dans des disciplines proches, par exemple. Mais d'abord, je dois commencer par la discipline dans laquelle je me situe. Et cette précision des disciplines, elle va permettre, comme j'ai dit tout à l'heure, de mieux préciser la problématique, de mieux développer tous les éléments qui constituent les présupposés théoriques. Et ça va épargner pour le chercheur d'être non exhaustif. Par exemple, un thème, vous savez, dans les sciences sociales, un thème pourrait être abordé de différentes approches, bien évidemment. Mais quand je me situe dans une approche, ça va m'éviter, surtout le jour de la soutenance, que les membres du jury vous disent « Ah, vous avez oublié de parler du concept tel, ou bien d'adopter l'approche telle. » Mais quand vous définissez votre cadre théorique dans lequel vous avez travaillé, vous allez réduire cette marge de critique ou de reproche que les membres du jury peuvent vous faire, par exemple. En ce qui concerne les instruments d'enquête sur le terrain, moi je recommande une chose très intéressante, c'est de procéder à une sorte d'évaluation entre les instruments qui sont prévus déjà dans le projet de départ et les instruments que vous avez utilisés réellement. Normalement, ça n'apparaît pas dès le début, c'est à peu près vers la fin, au moment où il y a l'analyse. D'accord? Au moment de l'analyse et de l'interprétation que vous donnez. Donc, vous avez au départ défini, vous avez dit, je vais utiliser par exemple l'entretien, les questions, un entretien formel ou informel pour pouvoir collecter mes données et les informations sur le terrain. Et par la suite, vous avez réalisé qu'en fait l'entretien, ça ne marche pas. Vous avez peut-être fait sans enquêter pour qu'il y réponde directement. Soit on peut l'utiliser aussi comme un guide d'entretien. Et surtout
entretien formel avec les personnes. Mais chacune des situations plutôt a, comme je vous ai dit, un avantage et un inconvénient. Commençons d'abord par le questionnaire distribué, d'accord? Ou même le questionnaire qui est diffusé en ligne. De nos jours, normalement, avec les moyens technologiques, au lieu de faire une impression, mais ce n'est pas évident hein, pour le terrain rural. Généralement, pour un terrain rural, peut-être que vous serez obligé d'utiliser le papier. Mais si par exemple c'est un terrain ou bien un territoire qui est urbain et la population que vous allez approcher est une population qui est instruite, alors là vous pouvez bien évidemment utiliser des moyens technologiques et le diffuser pour économiser du temps, de l'argent aussi, pour pouvoir obtenir vos réponses. L'avantage du questionnaire diffusé, c'est qu'il permet aux chercheurs de gagner du temps, comme j'ai dit, à obtenir des réponses à ces questions et peut toucher aussi bien un maximum de personnes enquêtées. Donc, pourquoi? Parce que je fais diffuser un questionnaire, je peux faire autant de copies, autant d'exemplaires et je le distribue. Mais attention, l'inconvénient c'est quoi? C'est que le chercheur risque de récupérer des questionnaires incomplets, d'accord? Ou même il n'y a rien d'écrit dessus, ou avec une écriture illisible, là c'est pour le cas des imprimés, des questionnaires imprimés, ou encore avec des réponses égarées ou hors sujet. Peut-être la formulation de vos questions ou bien de vos items n'était pas à la hauteur, n'était pas bonne, et donc la personne répond n'importe comment ou hors sujet. Voilà. Là, donc c'est avantage et inconvénient pour le questionnaire distribué. Venons maintenant au deuxième cas. Le cas où vous utilisez le questionnaire comme un guide d'entretien. D'accord? Généralement, pour le guide d'entretien, il ne doit pas être un questionnaire avec un très grand nombre d'items. D'accord? Parce que on va voir pourquoi. Pour les avantages, ça permet aux chercheurs de donner plus d'explications à l'enquêté pour lui faciliter la tâche de répondre et obtenir ainsi des réponses pertinentes et non hors sujet. D'accord? Donc, si par exemple la formulation de l'item n'est pas bonne, ben, sur le champ, parce que je suis en face de l'enquêté, je suis en face en entretien formel et direct, alors là je peux sur le champ expliquer à l'enquêté qu'est-ce que je veux dire par là et j'aurai la bonne réponse. Aussi, ça permet d'opérer des ajustements ou des approfondissements pour certaines informations de grande importance. Donc, et collecter ainsi un maximum de données pertinentes pour la recherche. Ben oui, les ajustements, c'est par exemple, l'enquêté, je pose une question, et l'enquêté me répond, mais dans sa réponse, je constate qu'il y a un élément très important qui m'intéresse aussi pour ma recherche. Alors, qu'est-ce que je fais? Je veux m'approfondir un peu. Et donc, je peux poser une question qui n'existe même pas dans le questionnaire. Donc, j'essaie de faire des réajustements au fur et à mesure. Et là, je tiens que des choses qui sont pertinentes parce que je suis sur place. Venons maintenant aux inconvénients. L'inconvénient du questionnaire qui est utilisé comme un guide d'entretien, c'est qu'il investit plus de temps et d'efforts de la part du chercheur. D'accord? Et il risque par conséquent de ne pouvoir toucher que quelques personnes de la population ciblée. Bien évidemment, imaginez, vous voulez par exemple, vous êtes défini en une semaine par exemple, d'enquêter avec une vingtaine de personnes. Je dirais plus, une quarantaine de personnes par exemple. Mais figurez-vous, puisque vous avez opté pour l'entretien guidé avec votre questionnaire, alors là, il se peut que vous passiez par exemple 2 heures ou je ne sais pas avec une seule personne. Et finalement, vous n'arrivez à entretenir qu'avec 5, 6 ou même 10 personnes, par exemple. Personnellement, ça m'est arrivé, d'accord? Donc, je vous donne des exemples aussi que j'ai vécu réellement et donc j'ai dû opter pour autre chose. Pour le focus group. Le focus group, en fait, c'est un instrument de recherche qui permet de limiter les défaillances d'usage du questionnaire, qu'il soit distribué ou bien utilisé comme un guide d'entretien. Mais attention, ce qu'il faut savoir sur le focus group, c'est que quand même l'animateur, c'est-à-dire le chercheur, il doit avoir les compétences d'un bon animateur pour pouvoir gérer les focus group.
Et là, si le temps le permet, j'ai quand même quelques outils, quelques tableaux qui résument un peu en ce qui concerne les attitudes et les comportements au sein d'un focus group et ce qu'un bon animateur devrait faire pour pouvoir mieux profiter du cas de focus group. Venons d'abord aux avantages. Le focus group, il permet aux chercheurs de toucher en même temps un groupe de personnes et non une seule personne. Donc c'est comme si c'était le cas d'un entretien formel, mais pas à 100% formel. Il est en train de t'entretenir avec tout un groupe. D'accord? Et il permet aussi aux chercheurs de faire également de l'observation des attitudes et des comportements des personnes enquêtées. Parce qu'ils sont en vive interaction. N'est-ce pas? Donc là, il peut jouer sur deux choses. Déjà, il obtient de l'information directement, mais aussi, ce qui est important, c'est qu'au moment où il interagit entre les personnes, il peut faire une sorte d'observation. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes qui sont intéressantes pour le chercheur et qu'il peut noter, bien évidemment. Venons maintenant aux inconvénients. Il y a le risque de l'accommodation convergente au sein du groupe sur une question évoquée, sans conviction réelle. Par exemple, faire semblant ou se laisser faire par un leader. Oui, comment cela? Par exemple, dans le groupe, il y a une personne influente, c'est-à-dire qui influence l'opinion des autres. Et les autres, par exemple, ils ont de l'estime pour cette personne et sans réfléchir, ils adoptent la même... c'est-à-dire la même opinion, la même idée proposée par ce leader. D'accord? Des fois, c'est le contraire. Des fois rares, c'est le contraire. C'est-à-dire une personne qui oppose, c'est-à-dire il fait une sorte d'accommodation divergente. Il fait exactement l'opposition, il annonce une idée opposante à celle dite par une autre personne. Et là encore, dans les deux cas, on risque d'obtenir des clichés ou des stéréotypes de réponse. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment des réponses pertinentes pour le chercheur qui va exploiter par la suite dans son analyse. C'est plutôt que des clichés. Venons maintenant à l'observation in vivo. Personnellement, je considère l'observation in vivo comme le remède à ces problèmes, c'est-à-dire aux autres problèmes ou aux autres limites constatées avec les autres instruments. Donc, il demeure l'outil le plus pertinent pour obtenir des résultats crédibles et fiables et non falsifiés, et loin des stéréotypes, bien évidemment. L'avantage de l'observation, c'est qu'elle permet d'obtenir différentes dimensions d'une question de recherche. Oui, par exemple, moi j'ai formulé un item pour pouvoir avoir une réponse sur le terrain. Mais en faisant de l'observation, je constate, c'est-à-dire tout ce qui concerne cette question-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi j'avais travaillé en fait dans ma recherche de doctorat sur le contact des parlers, c'était une étude sociolinguistique, une recherche plutôt sociolinguistique, dans laquelle j'ai travaillé sur le contact des parlers amazigh et arabes dans la région de Taza. D'accord? Et je m'intéressais plus à l'amazigh de la Confédération des Haït-Waray. Je ne sais pas si vous connaissez. D'accord? D'accord. Alors, je posais la question, par exemple, à une personne enquêtée, sur quelle est sa fréquence d'usage, par exemple, de l'amazigh, est-ce qu'il utilise plus l'arabe ou l'amazigh au cours de la journée. Et la personne me répond, par exemple, sur le questionnaire ou bien pour l'entretien formel, elle me répond, c'est l'amazigh que j'utilise le plus. Mais quand je fais de l'observation, je constate en fait qu'il y a une fluctuation, qu'il utilise peut-être plus l'arabe que l'amazigh. Et aussi, selon les contextes, quand je fais de l'observation de cette personne, je suis avec elle dans un lieu public, je suis avec elle dans un lieu familial, par exemple, ou proche, ce n'est pas les mêmes attitudes, ce n'est pas les mêmes comportements, donc c'est très intéressant. Donc, je fais un peu le tour de toutes les dimensions d'une même question, vous voyez, et c'est très intéressant pour le chercheur. Deuxième avantage pour l'observation, c'est qu'il permet de vérifier les hypothèses émises dans le projet de recherche de départ. Oui, c'est en fait l'observation qui va vous permettre justement de faire cette vérification des hypothèses que vous avez émises, mais pas d'une manière instantanée, bien évidemment. C'est avec tout un cheminement et une analyse à faire pour les données
que vous allez collecter sur le terrain. L'inconvénient, plutôt les inconvénients de l'observation, elle est pertinente, mais elle est quand même délicate à opérer et difficile. La densité des informations collectées, oui, on sait très bien que si on fait de l'observation, il y aura vraiment une immensité et une densité d'informations. Et des fois, le chercheur, il est gêné comment faire pour assembler tout cela. D'accord? Autre chose, le recours à des enregistrements audio ou vidéo. Maintenant, on a cette possibilité avec les moyens technologiques, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire des enregistrements audio ou même vidéo, ne serait-ce qu'avec son téléphone. Il y a deux cas, en fait, générés par l'utilisation des enregistrements. Si, par exemple, vous optez pour des enregistrements indiscrets, c'est-à-dire, vous ne vous cachez pas pour faire les enregistrements, les gens voient que vous êtes en train de filmer avec votre téléphone, bien de photographier, ou bien même de faire des enregistrements audio avec votre téléphone ou votre dictaphone, je ne sais pas. Alors là, il y a deux choses. Soit vous allez avoir des affrontements avec les enquêtés, des fois, il peut y avoir des gens qui ne vont pas accepter que vous fassiez ces enregistrements-là, ou bien tout simplement, si ce sont des gens gentils qui vont accepter, sans aucun problème, vous pouvez faire des enregistrements ou des vidéos sans aucun problème, mais vous allez vivre le paradoxe de l'observateur. C'est-à-dire vous allez devenir la personne observée par la population ou bien par la communauté sur laquelle vous travaillez. Au lieu que c'est vous le chercheur qui vient mener sa recherche dans ce territoire, chez ces gens-là, c'est plutôt vous qui êtes observé. On va revenir tout à l'heure au paradoxe de l'observateur au niveau des difficultés pour détailler d'autres éléments. Maintenant, dans le cas inverse, donc j'essaie de faire des enregistrements discrètement, sans que personne ne s'en rend compte. Alors là encore, ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez faire, c'est-à-dire l'analyse, c'est-à-dire vous allez essayer d'écouter les enregistrements ou bien de les visionner pour pouvoir en tirer des informations. Des fois, c'est pas évident parce que il y a un mélange de choses comme ça. Donc, c'est pas encore facile à traiter. Et il faut être, je dirais, avoir une certaine capacité ou compétence à utiliser des logiciels précis pour pouvoir le faire, peut-être. Et là encore, vous devez faire appel à une autre personne et ce n'est pas évident que cette personne spécialiste sache qu'est-ce qui vous intéresse le plus. D'accord? Donc c'est vraiment un travail de longue haleine aussi. Donc, grosso modo, en ce qui concerne les avantages et les limites des instruments de recherche, c'est qu'il faut opter pour l'instrument le plus adéquat tout simplement pour chaque phase de recherche. Donc, à chaque fois, dans chaque étape, je vais me fixer un objectif et je vais voir quel est l'instrument optimal qui va me servir pour pouvoir y arriver. Et s'il y a un problème avec cet instrument-là, je dois normalement essayer de remédier ou bien de compléter l'information ou bien de la corriger en quelque sorte en utilisant un autre instrument. D'accord? C'est clair jusque-là? Bon, je suis en train d'exposer comme ça directement. Est-ce que je suis rapide ou bien le rythme ça va? C'est bon? Il est correct? D'accord. Mais vous savez, vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous avez une question ou bien une remarque ou ce que vous voulez. Venons maintenant aux difficultés liées à la recherche. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'exhaustif, mais je vais essayer juste de vous donner une idée à travers des exemples. Et à chaque fois, je vais essayer de parler d'un problème et de proposer à la rigueur quel est l'instrument qui est le plus ou moins adéquat pour pouvoir s'en sortir de la situation. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura 3 niveaux: difficultés liées à l'enquête sur le terrain, difficultés liées à l'exploitation des ressources bibliographiques, et puis les difficultés liées à la phase de rédaction de la thèse. Pour les difficultés liées au terrain, donc là en fait il y a 2 éléments qui concernent le terrain. Il y a le terrain lui-même, c'est-à-dire le sol sur lequel vous menez votre recherche, et il y a la population. D'accord? Donc, voyons d'abord ce qui concerne la population. Parmi les difficultés qu'on peut rencontrer, le recours aux informateurs. Donc, le recours aux informateurs, en fait, il a des avantages et des inconvénients. Si je peux me permettre
permettre comme avantage, je peux dire, que ça permet aux chercheurs de mieux approcher la population, d'instaurer un climat de confiance et de faciliter les contacts. D'accord? Et ça permet également de gagner du temps pour toucher un maximum de personnes enquêtées. Donc, je fais appel à des informateurs, peut-être que je suis, surtout si je suis étranger à la région, donc ce sont les personnes informatrices ou bien ressources qui vont m'aider à faciliter ce contact avec la population. Mais attention, ce n'est pas toujours évident, il y a quand même des dangers. Ces informateurs, ils peuvent falsifier des informations ou les façonner des faits par exemple, des fois volontairement, d'accord? Ils peuvent influencer la population enquêtée, parce que c'est pas vous, ils ne sont pas le chercheur principal, même si vous les imprégnez un peu de votre thème de recherche, quelle est l'information qui serait plus ou moins pertinente pour vous, mais ce n'est pas évident, donc ils peuvent influencer un peu la population. Ils peuvent des fois involontairement induire le chercheur en erreur. Des fois, c'est pas voulu. Pour eux, c'est une façon d'aider, d'apporter une information ou bien quelconque aide, mais l'inverse. Et généralement, les informateurs, des fois, ils sont la cause du paradoxe de l'observateur du chercheur, pour certaines occasions. Je peux vous citer le cas. Pour moi, quand j'étais sur le terrain, je voulais par exemple enquêter avec certaines personnes et pour la majorité, c'était des hommes, d'accord? En tant que femme, je ne pouvais pas entretenir avec eux par exemple chez eux. Et donc, puisque c'était des gens que je ne connaissais pas, j'ai essayé d'avoir ce focus group avec eux dans un café. À Tahla, je ne sais pas si vous connaissez Tahla. Il y a quelqu'un ici de l'Orient? D'accord. J'étais à Tahla. Et ce qui se passe, c'est qu'à Tahla, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cafés à Tahla, mais ils sont réservés presque que pour les hommes. Le fait d'entretenir avec ce groupe dans un café, facilement identifié comme étrangère dans la région. Même si jusque-là, j'étais vraiment dissipée, camouflée, personne ne sait que je suis étrangère du tout. Vous voyez, des fois, et là, c'était en fait, ça a causé le paradoxe de l'observateur en ce qui me concerne. J'ai dit qu'ils peuvent influencer la population, induire involontairement le chercheur en erreur. Et là, c'était involontaire de la part de mes informateurs. D'accord? C'était involontaire, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas entretenir dans un autre lieu. Et souvent aussi, il faut prévoir une indemnisation pour ces informateurs. C'est pas évident. Il y a des gens qui sont volontaires des fois, qui veulent présenter de l'aide, tout simplement, et être serviables. Et des fois, il y a des gens qui demandent de l'argent. Et on va parler de cette question tout à l'heure. Donc, pour le recours aux informateurs, la solution c'est quoi? C'est tout simplement, je dirais tout simplement, mais quand même ce n'est pas évident, il faut que le chercheur essaye de vérifier les informations collectées via sa propre investigation. Oui, il a essayé de canaliser son temps, de canaliser l'énergie en utilisant des informateurs, mais finalement, il doit quand même essayer de vérifier d'une manière ou d'une autre avec sa propre investigation. Et l'instrument de recherche qui est le plus privilégié ici, c'est l'observation in vivo, bien évidemment. D'accord? Un deuxième problème ou un deuxième obstacle que le chercheur peut rencontrer aussi, une population d'enquête avertie. Qu'est-ce que je veux dire là par une population avertie? C'est tout simplement quand vous tombez par exemple sur des personnes qui sont instruites, des gens intellectuels, et vous savez, pour les gens qui sont intellectuels et bien instruits, normalement ce n'est pas évident d'entretenir directement avec eux. Donc, étant donné qu'ils ont un certain niveau d'instruction, ils essayent de vous faire adhérer certaines opinions, de jolifier certains propos qu'ils disent, et donc ce n'est pas évident qu'ils vous disent vraiment la réalité. Des fois, et c'est le cas le plus souvent en fait, c'est le cas le plus souvent. Donc, nombreux parmi ces personnes qui falsifient les faits, induisent le chercheur en erreur
ou tentent même de faire adhérer ce dernier à leur opinion et idéologie. Ben oui, surtout, par exemple, pour des gens qui travaillent dans des associations. Quand ils ont une cause militante, par exemple, ils défendent une idée, alors là, ils essayent à tout prix, ben voilà, un chercheur qui vient de l'université, qui veut faire une enquête ici, une recherche ici, ils essayent un peu de vous faire adhérer dans leur association de leur cause. Voilà. La solution, en quelque sorte, dans la mesure du possible, le chercheur normalement devrait viser des personnes moins instruites. Si sa population, par exemple, la population à laquelle il a affaire peut être mélangée, donc il va essayer de viser également des personnes non instruites pour avoir une réponse plus ou moins spontanée. Mais s'il a cette obligation de n'avoir affaire qu'avec une population qui est avertie, alors là, en quelque sorte, il va essayer de faire valoir son statut de chercheur, c'est-à-dire montrer ses qualités, ses vraies qualités de chercheur, et imposer justement pas son idée, pas d'une manière, pas d'une manière directe, mais implicitement essayer d'être intelligent, tout simplement, pour pouvoir arriver à ses objectifs. D'accord? Et il doit quand même avoir certaines compétences de communication interpersonnelle. Est-ce que vous avez déjà fait une formation, par exemple, dans ce genre de choses, c'est-à-dire développement personnel ou communication interpersonnelle? Non? Quelqu'un l'a déjà fait? Non? Si on a des enquêtes, on fait des enquêtes. Non, c'est-à-dire juste à titre personnel, c'est-à-dire pour avoir cette qualité de savoir aborder les gens, mieux les approcher, mieux communiquer avec eux, non? Bon, ce n'est pas grave, mais en fait, c'est intéressant si vous allez faire du terrain. Comme vous le savez, on le dit même en arabe, Nas Nabadish. D'accord? Alors il faut savoir comment se comporter avec chaque type de personne. Et pour pouvoir faire cela, normalement, le chercheur devrait développer certaines compétences, certaines techniques de communication et d'expression orale, même en dialectal. C'est pas dans une langue particulière, mais en dialectal aussi. Et l'instrument de recherche à privilégier ici, c'est bien évidemment les discussions informelles, puisque la population elle est avertie, elle est en quelque sorte sur ses gardes. Alors on va essayer de limiter un peu les entretiens formels ou bien les questionnaires, et plutôt privilégier les discussions informelles et les enregistrements discrets aussi, et plus exactement encore l'observation ethnographique. C'est-à-dire, le chercheur essaie d'observer le vécu d'un groupe dans sa totalité pour un temps déterminé, en vivant sur les lieux avec les groupes. Et cela, bien évidemment, pour favoriser les attitudes spontanées. Là, pour l'observation ethnographique, c'est comme ce que les chercheurs avaient fait, comme par exemple Basset, Marcy, les chercheurs qui étaient installés sur le Maroc dans la période du colonialisme, qui ont écrit, qui ont mené des recherches un peu anthropologiques sur la culture du Maroc. Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire ils étaient dans un groupe, ils vivent avec eux une certaine période et ils essayent de noter leur observation. C'est à peu près ça ce qui est valable. Venons maintenant à un autre problème, exemple de problème, le registre de langue utilisé pour l'enquête. En fait, je viens d'en parler un peu tout de suite là. Le registre de langue utilisé par le chercheur avec ses enquêtés peut affecter les réponses et leurs attitudes, que cela soit au niveau de la formulation des items d'un questionnaire ou lors des discussions ou des entretiens. Là, je vous ai donné l'exemple de ma recherche sur le contact des parlers arabes et amazirs. Imaginez que vous êtes en train de mener une recherche sur justement un parler amazir, et là, vous formulez un questionnaire que vous allez distribuer en arabe classique ou en français. C'est absurde. Il faut parler aux gens avec leur langue, normalement. Donc, il faut utiliser, par exemple, si la population ou bien l'enquêté auquel vous allez avoir, par exemple, mais aussi
sur le questionnaire. Si vous formulez un questionnaire, il ne faut pas le formuler en français ou en arabe classique, mais essayez de le formuler en arabe dialectal ou même en amazigh, pourquoi pas. Là, normalement, ce qui est proposé, oui, j'ai oublié de dire que justement, ce registre de langue que le chercheur utilise, il révèle bien évidemment son statut et son identité. S'il utilise par exemple un registre qui est formel, il montre que c'est une personne qui est instruite et peut-être s'il utilise un certain nombre de concepts particuliers, il va montrer, je ne sais pas, qu'il fait partie à telle élite ou autre, d'accord? Et de même, son accent aussi, s'il a un accent particulier, on va pouvoir deviner il est de quelle région. Et là encore, ça va le mener au paradoxe de l'observateur. Donc la solution plus ou moins, c'est adapter son registre de langue à la population enquêtée. Et si le profil ou l'identité du chercheur nuit aux enquêtés, ce dernier doit carrément la dissimuler et recourir à des personnes intermédiaires. Donc, إلا ما كانش مرحب به في لا ريجيون عارفين بأن ما غيجاوبوش يخوي الساحة justement il essaie d'avoir recours aux informateurs ou bien à des personnes ressources. Voilà. Et l'instrument qu'il peut privilégier ici, c'est en fait la pré-enquête via des informateurs et l'usage d'un questionnaire. Donc, on a déjà la pré-enquête, des informateurs, il y a directement, c'est-à-dire le territoire. Sinon, un questionnaire qui mène la recherche. Voilà. Donc là, c'est pas des choses qui peuvent vous paraître un peu mais juste pour s'en sortir et avoir de l'information. Donc, ça vous intéresse, vous avez monté tout un projet, c'est intéressant d'observer un phénomène quelconque et vous avez toutes les conditions pour mener cette recherche, sauf que c'est le seul souci, donc vous pouvez le dévier tout simplement autrement. Le paradoxe de l'observateur, je n'ai pas arrêté d'en parler un peu. Donc, à force de côtoyer les enquêtés, de leur poser des questions, de collecter des informations, le chercheur devient à son tour un sujet observé par la population du lieu ou du territoire où il réalise son enquête. Et ceci implique en fait un effet de rumeur sur le chercheur. كيولي الناس كيعاودوا عليه فوالا كاين واحد السيده كتسول الناس وهذا وكتبحث على لو سوجي فلان ainsi de suite. Et justement les conséquences, ça prédispose vos enquêtés à se préparer d'avance à vos questions كيولي كيوجدوا الاجوبه. عرفوا ديجا كيكون داز عند شي حد وكيعاود واحد صاحبو مازال ما مشيش عنده et ainsi de suite. Ou bien donner des réponses analogiques à celles données par d'autres enquêtés. Donc, ملي كتوصل على الاخرين كيبقاو يعطيوك نفس كيولي داكشي ستيريوتيبي بحال analogique. Ou carrément refuser de répondre ou d'entrer en contact avec le chercheur. ولا كيسد عليك الباب كاع كيقول لك انا ما عندي بصبع ولا كيعرف بلي راه جالس كتسول كيسد عليك الباب تقول لا سمح لي ما كيبغيش كاع كاريمون واخا كتكون يعني ان سوجي انتريسون بور لو. دونك هذا l'effet de rumeur حتى هو vraiment il est dangereux pour le chercheur et il est produit les conséquences du paradoxe observateur. Donc il faut vraiment s'impliquer. Voilà, déjà pour la solution, le chercheur doit recourir à des personnes intermédiaires encore de la région et ou dissimuler sa qualité de chercheur. Et pour l'instrument de recherche à privilégier, c'est une discussion informelle, bien évidemment, les enregistrements discrets et aussi l'observation participante. J'adhère à un groupe, d'accord, ولكن ما كنبينش لهم بتاتا بانني chercheur. J'enregistre et j'observe. Ou t'as comme moi des apparts et j'essaie de noter. Et je peux même faire des enregistrements discrets, malheureusement. Je ne peux pas obtenir une information comme ça directement. Des fois, quand la personne est obligée. Et là, vous avez juste un petit exemple Walraf qui se fait passer pour un Turc en Allemagne pour étudier l'immigration et le racisme. D'accord? C'est cité dans le bien. Venons maintenant au deuxième volet qui concerne le champ d'enquête, le territoire, le sol lui-même.
des fois, vous pouvez avoir une difficulté d'accès au site d'enquête suite au manque d'infrastructure. Il n'y a pas de route, aménagée, comment faire? Ou bien il y a abondance de forêts ou montagnes, terrain dangereux. Des fois, l'enquêteur, normalement, il a affaire à ce genre de choses. Vous n'allez pas, c'est-à-dire être découragé et dire là je m'en vais. Donc il faut normalement mesurer les choses et surtout via une pré-enquête, on va le voir. Est-ce que je serai capable de mener ce genre de recherche ou non? Moi je l'ai faite normalement parce que comme j'ai fait un peu de rural, donc j'étais obligée de me déplacer dans certaines montagnes à pied, bien évidemment. Et vous savez justement هذا هو البروبلème. كتفك المشكل ديال حاجه وكتخرج لك حاجه اخرى. Par exemple pour mes déplacements dans les montagnes, j'étais obligée d'avoir بحال اللي جالسه عند مسكير ساكادو في كتافي وسبادغي ومحزمه et ainsi de suite. Mais quand vous arrivez chez les familles اللي هما في la zone rurale, c'est évident que vous êtes quelqu'un d'étranger à la région et bien évidemment encore une fois, ce n'est pas évident d'avoir vraiment des informations à 100% pertinentes, sans aucun préjugé, là, façonnage, ni rien du tout. Vous voyez? Donc, le chercheur doit choisir un échantillon de population représentatif, d'accord, abordable et optimal. Donc, il y a la population qui توصل ليها ولا ان شون دونكيت اللي عارف بان انت ما غتقدرش عليه اساسا. Et surtout comme j'ai dit tout à l'heure au début, la recherche c'est un travail de longue haleine, خاص يكون عندك السبل pour pouvoir le faire. Le deuxième problème qui est aussi lié au terrain, c'est l'écart de distance entre le lieu de résidence du chercheur et le lieu où il mène son enquête. Et c'était mon cas. Là je réside à Salé, وكندير la recherche ديالي في كازا, d'autant plus que je travaille ici à l'université à Rabat. Et pour se déplacer fréquemment, pour mener ma recherche, il fallait que je canalise mon temps et mon énergie pour pouvoir réaliser tel objectif à telle période, ainsi de suite. Donc, est-ce que vous avez le temps pour faire des déplacements et le coût aussi, le coût de ces déplacements, qu'est-ce que ça va vous coûter? Voilà. Là, on arrive au deuxième volet des difficultés, au deuxième type d'exemple qui concerne les ressources bibliographiques. Donc là, vous avez comme problème, par exemple, la rareté des références bibliographiques. Là, on peut parler en fait de deux situations. Si le manque de références concerne la spécialité dans laquelle vous menez votre recherche, vous pouvez vous considérer comme précurseur à mener cette recherche dans ce champ d'investigation. Donc, il y a de la recherche, donc, comme on dit, l'avantage de pouvoir mener une telle recherche. Mais à condition, encore partir ex nihilo, c'est-à-dire partir de rien. C'est sûr et certain que vous avez besoin de lecture, de faire des lectures, un minimum de ressources bibliographiques pour pouvoir se baser là-dessus. Si le manque concerne plutôt les données officielles dont on a généralement besoin, parce qu'on dirait la description aussi de la population ou de le territoire, les données économiques, statistiques, sociales, démographiques et ainsi de suite. Si par exemple ces données-là, elles sont rares, inexistantes pour votre territoire, alors là, il ne faut pas se décourager, essayez de chercher par exemple des rapports ou des documents qui sont établis par des entités externes, les bureaux d'études ou des associations aussi. Mais attention, ces informations-là ne sont pas crédibles à 100%. Il faut peut-être les soumettre à des autorités locales ou les ADA pour pouvoir avoir une idée, est-ce qu'ils sont crédibles ou pas. Et dans votre texte, vous allez citer que ce n'est pas des données officielles, mais c'est juste issu d'un travail d'une entité externe, des associations par exemple. Un autre problème, l'éparpillement des références officielles. Par exemple, il y a des chercheurs qui doivent par exemple s'adresser à différents départements
à différentes administrations. Il n'y a pas des rapports vraiment rassemblés, d'accord? Des fois, c'est vraiment éparpillé. Et là, ça peut causer un problème. Et des fois, le chercheur ne sait pas comment agencer et combiner entre les données ou les données, mais ce n'est pas évident. Et encore, il y a deux scénarios qui peuvent se présenter, c'est-à-dire dans le cas où le chercheur devra essayer de s'adresser à les départements publics pour collecter de l'information. Soit les services publics coopèrent avec le chercheur pour qu'il donne l'information sans problème. Des fois, il faut payer. Oui, des fois, il faut payer. Par exemple, pour certaines informations, je me rappelle, j'avais besoin de certaines cartes sur la région, des cartes particulières, et j'ai dû payer avec l'administration du cadastre pour pouvoir, voilà, pour photocopier et aussi pour le livret via les cartes, normalement, c'est payant. D'accord, je me rappelle, c'était à 200 ou 250 dirhams. Et j'étais obligée de l'acheter pour pouvoir prendre juste la carte. Je sais le livret, juste une carte, mais c'est une information pertinente pour moi. C'était plutôt. Des fois, les services ne coopèrent pas. Ils refusent carrément de vous donner les informations. Qu'est-ce qu'on nous les donner? Soit ils ont un caractère sensible, ou donc pour des mesures de sécurité, ils ne sont pas diffusables. Et donc, le chercheur, il essaie de bien choisir et validé par son directeur de recherche. Personnellement, je l'ai fait. J'avais comme directeur de thèse M. Saïd Benis, et j'avais la chance, sincèrement, de l'avoir comme encadrant, parce qu'il m'avait obligé à préparer déjà, juste après le projet de thèse, une fois validé, il m'avait obligé à préparer, mais chez un sommaire où il y a une table de matière détaillée. Les parties, les chapitres, les sections, avec même des paragraphes. Vous imaginez? C'était vraiment un travail difficile. Je me rappelle, j'avais passé presque 2 mois à peu près pour pouvoir le faire. Mais ça m'a beaucoup aidé. Les piliers, il y a une construction, et par la suite, je vais combler. Donc, une fois que j'analyse les données, je fais l'imputation d'Yalhom sur la partie qui les concerne. Et ça m'a beaucoup aidé au niveau de la rédaction pour ne pas laisser la rédaction jusqu'à la fin. Ça m'est paru au début vraiment difficile, je vous assure. C'est pas évident. Vraiment toute une table de matière détaillée, c'est pas évident. Mais quand même, pour les petits titres, j'ai opéré après quelques petits changements. Mais pas pour l'ensemble, quelques-uns seulement. Vous voyez? Donc là, un fil conducteur pour vous et ça vous aide beaucoup au niveau de l'analyse. Donc, une fois que j'analyse les données, je peux les mettre ici et après, je vais revoir. Préparer tout le travail en bloc, oui, il m'a obligé à le faire et c'était bien. C'est-à-dire, je lui ai pas donné chapitre par chapitre, pas du tout. Je lui ai tout le travail. Je me rappelle ma première version et je lui ai dit il n'y a pas de conclusion. Il n'y a pas de conclusion pour les chapitres. Ah, ouais, les chapitres, c'était ma première partie. Il n'y avait pas les annexes, je n'avais pas encore joint les annexes. Et je n'avais pas les conclusions en bonne et due forme. Il y avait juste quelques petits paragraphes, les conclusions des grandes parties et des chapitres. Mais sur la base de cela au moins, il a eu une idée comment j'ai construit mon travail de recherche, comment j'ai analysé les choses. Et par la suite, et justement, il y a eu beaucoup de versions à imprimer. Je ne me dis pas. C'est comme une touche. Pour l'impression. Donc, c'est pourquoi elle est préférable. Pardon? C'est pourquoi les mains gauches avec la recherche. Quand même, sincèrement. C'est pourquoi. Comment? Comment? Je t'ai entendu? Donc c'est pourquoi il est préférable d'avoir un plan détaillé, comme j'ai dit, une fois le projet de rédaction validé.
Et de cette manière, le chercheur pourra construire, comme j'ai dit, le fond de ses chapitres progressivement au fur et à mesure avec les données qu'il collecte et qu'il analyse. Un autre niveau de difficulté concernant la rédaction, la difficulté de faire une projection de lecture effectuée sur les données ou les résultats obtenus via l'enquête sur le terrain. Là encore, je vais rendre la combinaison marine les notes que j'ai prises au moment de la lecture et les données que j'ai trouvées sur le terrain. Des fois, on trouve certaines difficultés et là, je vous conseille pour vous faciliter la tâche d'accompagner toute vos lectures par une prise de notes et faire même des fiches de lecture. D'accord? Ainsi, vous pourrez alimenter votre texte avec des citations. Donc, les citations sont en haut, d'accord? Et même au niveau de la partie bibliographique, automatiquement. Donc, le chercheur, j'ai cité le flana, donc automatiquement, on a la bibliographie aussi. C'est-à-dire au moment de la rédaction, bien évidemment. Et par ailleurs, l'analyse des données du terrain aussi peut aboutir au dressage du tableau, de synopsis et de schémas qui sont joints de commentaires. Par exemple, au moment où je fais avec le dépouillement, avec les questionnaires, les résultats que j'ai obtenus via l'observation, via l'entretien, je fais le dépouillement, après avoir fait le dépouillement, j'essaie soit de faire des tableaux, par exemple des synopsis, ou les tableaux ou les synopsis, sur le champ, je fais un commentaire. Ou les commentaires, c'est ça ce qui va m'aider à encore l'imputer quelque part dans le texte de ma thèse. D'accord? Donc, هادشي كيدير au fur et à mesure. ما يمكنش ندير اناليز ونخليها وما نديرش le commentaire. Sur le champ, je fais l'interprétation. Dès que le dépouillement dit une partie des résultats, sur le champ, je fais le commentaire. Et ce commentaire-là, je l'impute dans la partie, comme j'ai dit tout à l'heure, les table de matière préétablie. Et par la suite, je revois le tout congé, c'est-à-dire des blocs les moments rangés et marrés. Après, je fais la révision pour pouvoir rédiger en bonne et due forme dans un style scientifique. Il y a un autre problème au niveau de la rédaction, c'est le manque de compétences techniques du chercheur. Des fois, le chercheur peut avoir souhaité, par exemple, le texte de sa thèse, il y a des cartes, ou des graphiques, je ne sais pas, ou là, montrer, par exemple, un calcul, un tableau de statistiques, par exemple, mais surtout pour les cartes ou les graphiques. Les chercheurs, qui ne sont pas initiés la chose. Donc, s'ils n'ont pas eu cette possibilité de faire une formation, encore une fois, il faut faire appel à des spécialistes pour pouvoir vous aider dans la chose et pour la présenter correctement. Voilà. Et voilà, en gros, des exemples de problèmes concernant l'enquête sur le terrain, les ressources bibliographiques et, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'était que des exemples. C'est-à-dire, la chose n'est pas exhaustive, c'est juste, je vous ai donné une idée. Donc, j'espère que vous êtes trouvé un petit peu, les proposés. J'ai essayé de le simplifier au maximum, c'est-à-dire, je fais une sorte de récit de ce que j'ai vécu un peu sur le terrain, ce que même j'ai trouvé d'autres chercheurs ont vécu aussi sur le terrain. Et comme conclusion, parmi les points qu'on peut noter, la définition détaillée via le projet de recherche de départ et les dispositions à entretenir pour mener une enquête de terrain, ils vont permettre aux chercheurs, bien évidemment, de mieux cibler l'information pertinente, de garantir le bon déroulement et l'efficacité de son enquête, de vérifier les hypothèses et les questions de recherche émises, et aussi de répondre aux objectifs fixés. C'est sûr et certain. Les éléments au départ, bien évidemment, ça au niveau de l'enquête. Aussi, un autre élément très important et très positif, c'est de prévoir une pré-enquête avant de descendre sur le terrain, afin que le chercheur ait une visibilité de ce qu'il veut faire et puisse canaliser le temps et les moyens qui sont mis à sa disposition pour y arriver, sans pour autant oublier de jeter un coup d'œil sur, bien sûr, les expériences précédentes dans le sujet sur lequel il mène sa recherche, c'est-à-dire la revue de littérature. Ce sont deux éléments importants. Par ailleurs, le chercheur engagé dans sa recherche
ne peut se permettre d'avancer des conclusions scientifiques que sur le terrain qu'il a côtoyé. Bien évidemment, mais il peut généraliser ou dire des généralités scientifiques et des conclusions. Alors, شي حاجة اللي أنا ما عملتهاش بنفسي أو لا je ne vais pas constater dans mon terrain. Donc je ne peux parler que de mon terrain et des gens que j'ai côtoyés. D'accord? Pour pouvoir en tirer des conclusions. D'ailleurs, le ministre l'a dit aussi dans cette journée dont je vous ai parlé sur les difficultés et les techniques d'enquête sur le terrain. Toutefois, aussi rigoureuses ou ingénieuses que soient les stratégies d'enquête adoptées, elles ne permettent pas dans le fil de l'action de rendre le chercheur maître des relations engagées. En d'autres termes, nul chercheur n'est épargné des défis et d'obstacles dans sa recherche. Souvent même, c'est à travers ces obstacles que se définit la rigueur et la pertinence d'un quelconque travail scientifique. Et il ne faut pas mentir, si vous avez rencontré des difficultés ou vous avez eu des défis à relever, voilà, c'est une très bonne chose. C'est la chose la plus positive dans votre travail. Il faut en parler, bien sûr, d'une manière scientifique, mais il faut prévoir toute une partie dans votre texte de thèse pour en parler. Et personnellement, je l'ai fait. D'accord? Et cela montre aussi que vous avez mené un travail scientifique avec une certaine rigueur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes fait une auto-évaluation de ce qui était bon, de ce que vous avez fait de bon sur le terrain et ce que vous avez fait de mauvais sur le terrain, avant même que les membres du jury vous critiquent ou vous contestent sur la chose. Et bien évidemment, pour finir, le chercheur doit aussi développer tant ses savoirs que ses savoir-faire et ses savoir-être. Donc, Hadi, je l'ai souligné tout à l'heure quand je vous ai posé la question sur est-ce que vous avez déjà fait une sorte de formation dans les techniques de communication interpersonnelle, c'est-à-dire pour être un bon communicant avec les gens, pour savoir comment faire des manipulations, comment bien profiter des situations de communication ou d'entretien avec les gens. Vraiment, c'est très important à faire. C'est-à-dire, comment on dit en arabe, ce que vous cherchez et ce qui sera pertinent pour vous dans votre recherche. D'accord? Donc, voilà, en gros, c'est ça. Et pour finir, j'ai pour vous, ça c'est un peu une liste vraiment très très réduite de références. Donc, pour la méthodologie, il y a énormément de références pour les sciences sociales. Mais là, je vous ai donné juste quelques-unes, des sociologues français, canadiens, marocains, d'accord? Voilà. Et vous avez parmi les références, la référence clé concernant la thèse, le premier chapitre, d'accord, la première partie, en fait, j'ai parlé de ces difficultés-là, donc une grande majorité d'exemples, je les ai extraits de là. Je vous propose l'annexe qui est une proposition de quelques questions récurrentes le chercheur concernant l'enquête, comment mener l'enquête. Voilà, donc par exemple, quel est le chercheur qui se pose la question, c'est quoi l'observation positive? Qu'est-ce que des fois l'observation positive ou en parallèle, en opposition qu'il y a l'observation normative? Tout simplement, l'observation positive, il y a l'observation liée avec le terrain tel qu'il est. D'accord? Dès que je vois le chercheur, il le décrit tel qu'il est. Ouais, mais bien évidemment, après, il y a l'analyse pour pouvoir répondre à ses objectifs à lui. Mais l'observation normative, il y a observer le terrain par rapport à une norme. D'accord? Par exemple, le cas d'il y a observer les pratiques langagières. Observer les pratiques langagières. Le chercheur, il y a par exemple au mentir. Il faut être honnête. À vrai dire, il faut être honnête. Mais si vous jugez que des fois vous êtes obligé de mentir, c'est pour ça qu'on est. Tout dépend du terrain et des gens enquêtés. Il faut trouver la solution optimale pour réaliser l'objectif scientifique sans compromettre la vie des gens. C'est-à-dire, par exemple, si vous cachez votre statut de chercheur, par exemple, les choses que vous allez noter sur cette personne,
Ils ne doivent pas, voilà, la personne enquêtée, d'accord? Ça doit rester dans l'anonymat. D'une part. Mais si, par exemple, vous pouvez le faire, donc c'est bien. Déjà, comme a dit M. Benizibah, normalement, ça a un impact معاهم. ولكن شنو اللي كيبعث هادشي كامل هو لا بريونكيت. كتعرف واش غادي تقدر تغيبيلي ديك لو ستاتيو ديال الشيرشور ديالك ولا خاصك ما تغيبيليش. يعني هذيك لا بريونكيت هي اللي كتنفع اكثر pour savoir est-ce que je peux me dévoiler comme chercheur ou là il faut que je dissimule avec le statut de chercheur ou on dirait l'observation aux participants donc ça dépend. C'est à vous de voir, donc il faut essayer de voir quelle est la solution qui va répondre le mieux avec l'objectif scientifique pour chercher le sujet. Voilà, exactement. Oui. Autre question, comment aborder des enquêtés qui sont difficiles? Là encore, comme on a dit tout à l'heure, soit opérer, par exemple, procéder par l'observation participante ou l'observation ethnographique. D'accord? Donc, عارف بانهم ما غاديش يبغيو يهضروا معاك ما حاملين شي بلاصه étrangère ولا ما كيحبوش شي حد يجي يدير ريشيرش. دونك الا كان انتريسون هذاك لو سوجي اللي بغا تخدم عليه وكيبدا ما يدير vous serez obligé ما تبينش encore بان vous êtes un chercheur. Une autre question, est-ce que le fait de payer des gens pour obtenir des informations au cours de l'enquête sur le terrain compromet la crédibilité des données de la recherche? Là encore, je peux vous dire qu'il n'y a aucun problème à indemniser certaines personnes, surtout pour les personnes ressources, pour obtenir des informations s'il s'avère que ces dernières sont pertinentes. نتعرف بأن هذا الشخص راه غادي يعطيك معلومات فريمون بيرتينون وهذا الشيء اللي غايقول راه كريديبل ويضمن لك الخلاص عندك ما دير. Et surtout pour les informateurs, بحال اللي قلنا tout à l'heure, ils demandent d'être payés باش يعاونوك. باش يعرفك على الناس باش يديرك كونتاكت مع دي جون باغ اكزومبل هذا كتكون اوبليجي انك تدور معاه ولا تهضر فيه ولا جو سي با. Autre question, que faire pour l'usage d'un questionnaire ou que faire pour l'usage d'un questionnaire ou la des entretiens si les enquêtés sont désintéressés ou réticents à votre enquête. الناس ماشي موتيفي ما مسوقينش ما حامل كاع تهضر معاهم في داك السوجي ولا ils sont pas motivés ياخذ لي زانفورماسيون ديالو على درعنا غادي يمشي ياخذ ديك الورقه ديال الدكتوراه جو سي با كوا et ainsi de suite. Alors là, tout simplement, il faut exploiter toutes les données de la pré-enquête qui vous renseignent sur le milieu, sur la population et les différents groupes et leurs centres d'intérêt, leur culture, leurs traditions, pour pouvoir trouver des motivations qui pourraient, des points d'attraction qui intéresseraient ces enquêtés. Et donc, après, voilà, tout simplement. Donc, خاص تشوف ضروري داك لو بوان داتراكسيون ou bien داك لا موتيفاسيون اللي غادي تدفعهم باش انهم يتعاونوا معاك ويتخدموا لا ريشيرش ديالك ولا كومون. Et voilà, et je vous remercie pour votre attention.